Donc le cours que nous allons aborder aujourd'hui en fait s'intéresse aux lipoprotéines et notamment au métabolisme des lipoprotéines et surtout à l'impact de ces lipoprotéines sur le développement de l'athérosclérose. Alors nous allons aborder plusieurs parties. La première en fait va s'intéresser à la structure et au rôle de ces lipoprotéines, à leur métabolisme et surtout ensuite la grosse partie en fait va surtout s'intéresser donc à l'association qui existe entre ces lipoprotéines et le développement de l'athérosclérose qui est donc un des facteurs majeurs dans l'apparition des maladies cardiovasculaires. Alors on distingue en fait deux types de lipoprotéines. Les lipoprotéines contenant la peau B, qu'on appelle communément le mauvais cholestérol, et qui, comme on va le voir, vont avoir des actions particulièrement délétères sur la paroi vasculaire. En revanche, les lipoprotéines, donc les HDL, que l'on considère comme étant le bon cholestérol, en fait exercent de nombreuses fonctions qui sont particulièrement protectrices pour l'endothélium vasculaire et qui vont contribuer notamment à réduire le développement de l'athérosclérose. Et donc, ce que nous allons voir à travers ce cours, c'est qu'en fait, les lipoprotéines ne sont pas de simples transporteurs de lipides à travers l'organisme, mais ce sont surtout des particules qui vont exercer de nombreuses fonctions sur la paroi vasculaire et notamment dans le développement de la pathologie qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'athérosclérose. Donc le cours s'organise autour de deux grandes parties. Une première partie où nous reviendrons sur le rôle et la structure des lipoprotéines et une seconde partie dans laquelle je vous parlerai du rôle des lipoprotéines dans le développement de l'athérosclérose. Dans cette seconde partie, nous aborderons plus précisément les effets délétères des lipoprotéines contenant la peau B, tels que les LDL, les VLDL et le chylomicron, ainsi que les activités biologiques particulièrement protectrices des HDL sur la paroi vasculaire. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la structure des lipoprotéines et à leur métabolisme. Et comme on va pouvoir le voir, la structure des lipoprotéines en fait, va jouer un rôle déterminant dans leur métabolisme intravasculaire. Donc, commençons donc par les lipoprotéines, et notamment par le rôle et la structure de ces lipoprotéines. Donc, pour bien comprendre la structure des lipoprotéines, donc, il est important de faire un rappel sur les caractéristiques principales des lipides majeurs. Ainsi, les lipides peuvent être classés selon leur hydrophobicité, avec des lipides hydrophiles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, tels que le cholestérol libre, représenté ici, et des lipides hydrophobes, donc insolubles dans l'eau, tels que le cholestérol estérifié, les triglycérides. Les phospholipides étant amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils possèdent une tête apolaires, hydrophiles, et des chaînes aliphatiques hydrophobes. Le rôle premier des lipoprotéines est donc de transporter ces lipides dans l'organisme. Pourquoi ? Car comme nous venons de le voir, les lipides sont des molécules principalement hydrophobes. Or, le compartiment plasmatique est un milieu aqueux. Les lipides vont donc devoir se complexer avec des protéines plasmatiques pour pouvoir être véhiculés dans l'organisme. Les lipoprotéines sont donc des complexes de lipides et protéines qui prennent la forme de sphères afin d'acquérir un volume maximum pour un minimum de surface. Et donc les lipides vont s'organiser au sein de ces lipoprotéines en fonction de leur hydrophobicité. Ainsi, les lipides hydrophiles, tels que le cholestérol libre et la tête apolaire des phospholipides, sont présents à la surface des lipoprotéines, alors que les lipides hydrophobes, tels que le cholestérol estérifié, les triglycérides et les chaînes aliphatiques des phospholipides, sont retrouvés à l'intérieur de la particule. Les apolipoprotéines sont quant à elles présentes à la surface des lipoprotéines et permettent de stabiliser le complexe. Il existe différentes classes de lipoprotéines qui se distinguent par leurs propriétés physico-chimiques, notamment leur taille et leur densité. Ainsi, les lipoprotéines les plus larges et les moins denses sont les chylomicrons, suivis par les lipoprotéines de très faible densité, les VLDL, les lipoprotéines de densité intermédiaire, les IDL, les lipoprotéines de faible densité, les LDL, et enfin les lipoprotéines de haute densité, les HDL, qui sont les lipoprotéines les plus petites et les plus denses. Hormis leur taille et leur densité, ces lipoprotéines se caractérisent principalement par leur lieu de synthèse et leur composition. Ainsi, les chylomicrons sont des lipoprotéines synthétisées par l'intestin, notamment après un repas, et sont constituées majoritairement de triglycérides. Les VLDL, quant à elles, sont synthétisées par le foie. Elles sont également riches en triglycérides, lesquels vont être hydrolysés dans le compartiment plasmatique pour donner successivement des IDL, puis des LDL, ces dernières étant particulièrement enrichies en esters de cholestérol.
Les HDL, produites par l'intestin, le foie ou suite à l'hydrolyse des chylomicrons en période postprandiale, sont quant à elles particulièrement enrichies en protéines. Donc, au-delà de leur rôle structural, les lipoprotéines présentes sur les lipoprotéines jouent un rôle essentiel dans leur métabolisme et assurent des fonctions spécifiques à ces particules. Ainsi, l'apolipoprotéine A1 ou ApoA1, laquelle représente l'apolipoprotéine majeure des HDL, est synthétisée par le foie et l'intestin et est présente sur les HDL et les chylomicrons. L'ApoA1 présente des propriétés anti-inflammatoires et oxydatives et permet l'activation de la lécithine cholestérol acyltransférase ou L4, une enzyme clé du métabolisme des HDL. La polypoprotéine A2, ApoA2, qui présente une distribution similaire à l'ApoA1, est importante pour l'activation de la lipase hépatique, une enzyme impliquée dans le métabolisme des LDL et des HDL. L'ApoB est synthétisé par le foie et l'intestin, mais un processus d'édition de l'ARN opérant dans l'intestin mais pas dans le foie conduit à une protéine tronquée appelée ApoB48 qui est sécrétée au sein des chylomicrons. En revanche, l'ApoB100 hépatique sous sa forme non tronquée est sécrétée au sein des VLDL. La présence de l'ApoB48 ou de l'ApoB100 à la surface des chylomicrons ou des LDL est donc déterminante dans l'élimination des lipoprotéines de la circulation. En effet, à l'instar de l'ApoB100, l'ApoB48 ne présente pas le domaine de reconnaissance au récepteur des LDL. Les ApoC, tels que l'ApoC1, l'ApoC2 ou l'ApoC3, sont produites par le foie et jouent un rôle dans l'activation ou l'inhibition d'enzymes clés du métabolisme des lipoprotéines, telles que l'AL4, la protéine de transfert de cholestérol, appelée CETP, la protéine lipoprotéine, donc lipase, appelée LPS, et la lipase hépatique. L'ApoE, quant à elle, est principalement produite par le foie, mais aussi les tissus endocriniens, le système nerveux central et les macrophages. L'ApoE est également un ligand du récepteur au LDL et il participe donc à l'élimination, à l'épuration des résidus de chylomicrons et des VLDL de la circulation. Ainsi, des mutations du gène de l'ApoB ou de l'ApoE conduisent à des hyperlipidémies qui résultent d'un défaut d'élimination des lipoprotéines circulantes telles que les VLDL, LDL ou les chylomicrons et leurs résidus. D'autres apolipoprotéines présentes sur les lipoprotéines jouent aussi un rôle important, soit dans leur métabolisme, tels que l'ApoA5 et l'ApoF, qui activent ou inhibent respectivement la lipoprotéine lipase ou la CETP. Ainsi, des mutations du gène ApoA5 conduisent à des hypertriglycéridémies, mais elles jouent aussi un rôle important dans la fonction des lipoprotéines, telles que l'ApoD, représentée ici, qui participe aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices des HDL, ou de l'ApoM, représentée ici, qui interagit avec la sphingosine 1-phosphate, présente sur les HDL, et participe à la transduction du signal opéré par ces particules, comme nous le verrons plus tard. Ou ces apolipoprotéines peuvent être aussi impliquées dans des processus biologiques et des pathologies telles que l'ApoH, qui fixe les phospholipides et inhibe l'agrégation plaquettaire et donc est impliquée dans le syndrome des antiphospholipides, ou l'ApoL1, qui protège de l'infection par le trypanosome. Une apolipoprotéine très particulière, appelée apolipoprotéine petit a, produite par le foie, peut être retrouvée sur des lipoprotéines de type LDL, qui prennent alors l'appellation de lipoprotéine petit a. La polypoprotéine petit a est composée d'une répétition d'une séquence appelée Kringle, qui est homologue à celle retrouvée sur le plasminogène. Ces séquences Kringle interagissent avec les activateurs du plasminogène et fixent la plasmide. De fait, comme nous le verrons plus tard, la LP petit a est impliquée dans le processus de fibrinolyse. Toutefois, au-delà des apolipoprotéines, les analyses omiques, notamment protéomiques, réalisées sur les lipoprotéines, indiquent qu'elles contiennent de nombreuses autres protéines,
Ainsi, comme représenté sur cette figure, l'analyse protéomique des HDL a permis l'identification de plus de 80 protéines différentes qui témoignent du rôle de ces lipoprotéines dans de nombreux processus biologiques que nous détaillerons plus tard, tels que la cascade de la coagulation, la fibrinolyse ou les processus oxydatifs. De même, l'analyse lipidomique des lipoprotéines souligne la diversité des espèces lipidiques contenues dans celles-ci. Ainsi, l'analyse lipidomique des HDL, représentée ici, a permis la détection de plus de 200 espèces lipidiques différentes. Plus récemment, l'analyse glycomique a révélé que les lipoprotéines se caractérisent également par une hétérogénéité au niveau des sucres présents à la surface, comme représenté ici pour les HDL. Il est désormais clairement établi que la composition des lipoprotéines en protéines, en lipides ou en sucres joue un rôle déterminant dans leur fonction, notamment celle des particules HDL, qui sont les plus étudiées. Ainsi, les lipoprotéines ne sont pas uniquement des transporteurs de lipides dans l'organisme, mais possèdent des fonctions biologiques intrinsèques qui leur sont propres. Cela est d'ailleurs mis en évidence par l'étude du myrinome des lipoprotéines, les micro-ARN étant de courts acides ribonucléiques capables d'inhiber la traduction des gènes, qui a révélé qu'elles transportent de nombreux mi-ARN qui ont le potentiel de moduler l'expression des gènes lorsqu'ils sont délivrés au sein des cellules de l'organisme. Nous verrons d'ailleurs un exemple de ce type de régulation plus tard dans la présentation. Après avoir décrit la structure et la composition des lipoprotéines, intéressons-nous désormais à leur métabolisme. Comme représenté schématiquement ici, le métabolisme des lipoprotéines peut se décomposer en 3 parties, correspondant au métabolisme entérohépatique des lipoprotéines, appelé voie exogène, caractérisée par la production intestinale de chylomicrons suite à l'ingestion d'un repas. À la synthèse hépatique, appelée voie endogène, conduisant à la production de VLDL, qui sont dégradés en IDL puis en LDL, qui permet d'assurer l'apport de cholestérol aux cellules de l'organisme, mais aussi de contribuer à l'accumulation de cholestérol au niveau des artères et donc au développement de l'athérosclérose. Enfin, ces tissus périphériques n'étant pas capables de dégrader le cholestérol en excès, il existe une voie du retour de cholestérol au foie, qu'on appelle le transport inverse du cholestérol, au cours duquel les HDL, représentés ici, permettent le retour du cholestérol au foie, où il sera éliminé notamment sous forme d'acide biliaire. C'est donc par cette voie que le cholestérol accumulé au niveau des artères peut être éliminé. Détaillons maintenant plus précisément les différentes étapes. Donc, suite à une prise alimentaire, l'intestin sécrète dans le système lymphatique des chylomicrons riches en triglycérides et contenant de l'ApoB48. Les chylomicrons rejoignent ensuite la circulation générale et les triglycérides sont hydrolysés par la lipoprotéine lipase, libérant des acides gras qui vont être pris en charge notamment par le tissu adipeux et les muscles. L'hydrolyse des triglycérides par la LPL conduit à la formation de résidus de chylomicrons appelés remnants qui rejoignent le foie où ils seront captés par des récepteurs spécifiques. Le foie est à l'origine de la production, de la synthèse de VLDL contenant de l'ApoB100 et riche en triglycérides qui sont hydrolysés pour donner successivement des IDL et des LDL par la lipoprotéine lipase et la lipase hépatique. Donc ces LDL pouvant ensuite délivrer le cholestérol aux cellules de l'organisme. À noter qu'une grande partie, une grande majorité des VLDL, des IDL et des LDL produites retournent directement au foie. Enfin, le cholestérol des tissus périphériques, notamment celui accumulé dans les plaques d'athérome, peut retourner au foie où il sera éliminé, notamment sous forme d'acide biliaire. Enfin, le cholestérol des tissus périphériques, notamment celui accumulé dans les plaques d'athérome, peut retourner au foie par l'intermédiaire des HDL contenant de l'ApoA1, synthétisé par l'intestin et le foie. Au cours de ce transport inverse du cholestérol, les HDL subissent l'action de la L4 qui estérifie le cholestérol libre pour former des esters de cholestérol. Et la CETP, la protéine de transfert des esters de cholestérol, permet leur échange avec les triglycérides des lipoprotéines contenant l'ApoB, générant ainsi
des lipoprotéines HDL qui sont riches en triglycérides et qui peuvent donc être hydrolysées par la lipase hépatique. Cette dernière étape permet le retour du cholestérol au foie et le recyclage des particules HDL. À noter que la PLTP et la lipase endothéliale vont aussi contribuer au remodelage des lipoprotéines HDL. Le traitement des patients hypercholestérolémiques, avec notamment des inhibiteurs de la synthèse du cholestérol, que l'on appelle des statines, permet donc de réduire la production hépatique de lipoprotéines et de diminuer les concentrations circulantes de cholestérol, notamment celles associées au LDL, et ainsi réduire le développement de l'athérosclérose chez ces patients. Donc, vous comprendrez aisément pourquoi les LDL sont considérés comme particulièrement délétères dans le processus d'athérosclérose, car elles favorisent l'accumulation de cholestérol dans l'intimat des artères. C'est la notion de mauvais cholestérol. En revanche, les HDL sont considérés comme particulièrement bénéfiques, car elles permettent d'éliminer ce cholestérol. C'est la notion de bon cholestérol. Donc maintenant que nous avons vu le métabolisme des lipoprotéines, donc vous comprenez bien qu'il existe deux types de lipoprotéines. Les lipoprotéines donc, telles que les LDL qui vont favoriser l'accumulation de lipides dans la paroi vasculaire et donc permettre le développement de l'athérosclérose. En revanche, les lipoprotéines appelées HDL vont permettre d'éliminer ce cholestérol accumulé dans la paroi vasculaire et donc de le ramener au foie pour son élimination. Donc vous comprendrez aisément que lorsqu'on quantifie le cholestérol qui est associé à ces différentes classes de lipoprotéines, en fait, on va pouvoir avoir une idée du risque cardiovasculaire de ces patients. À travers ces rôles, les différentes lipoprotéines sont donc étroitement liées au développement des maladies cardiovasculaires associées à l'athérosclérose. Ainsi, des concentrations circulantes élevées de LDL cholestérol, donc de cholestérol associé au LDL, sont positivement corrélées au développement des maladies cardiovasculaires, tandis qu'il existe une relation inverse avec les concentrations de cholestérol associées au HDL, le HDL cholestérol. Une étude récente confirme d'ailleurs que les concentrations faibles de HDL cholestérol sont associées à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Mais au-delà donc du LDL cholestérol et du HDL cholestérol, il est également clairement établi que les concentrations circulantes élevées de triglycérides, donc à jeun ou en période postprandiale, sont des facteurs indépendants de la survenue d'événements cardiovasculaires. Enfin, quoique les mécanismes sous-jacents restent encore à déterminer, les concentrations circulantes de lipoprotéines a sont positivement associées à la survenue d'événements cardiovasculaires tels que l'infarctus du myocarde, comme indiqué sur ce graphe. Donc, comme nous l'avons vu, donc, les concentrations circulantes de LDL cholestérol sont positivement associées aux maladies cardiovasculaires. Donc, dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre comment les lipoprotéines contenant l'ApoB vont contribuer au développement de l'athérosclérose. Et donc pour cela, nous allons nous intéresser donc au rôle de ces lipoprotéines, notamment les LDL, et notamment à leur action sur la paroi vasculaire, aux mécanismes donc, qui contrôlent leur entrée dans l'intimat artériel, les mécanismes qui vont contribuer à leur rétention, leur oxydation, et ensuite on va pouvoir étudier tous les effets délétères de ces lipoprotéines sur les différents types cellulaires qui composent la paroi vasculaire. Nous allons maintenant traverser ensemble les différents mécanismes qui sous-tendent ces associations épidémiologiques. Pour cela, nous allons nous intéresser aux effets des différentes lipoprotéines sur la paroi vasculaire, en commençant par les effets délétères qui sont associés aux lipoprotéines contenant de l'ApoB. Alors, l'athérosclérose est un processus complexe impliquant une cascade d'événements qui sont brièvement résumés sur cette figure. Une augmentation de la perméabilité vasculaire qui favorise la pénétration des lipoprotéines contenant l'ApoB, à savoir les LDL, les VLDL et les remnants de chylomicron, dans l'espace sous-endothélial. Ces lipoprotéines sont retenues, piégées dans l'intimat artériel, où elles subissent des modifications telles que l'oxydation, représentée ici. Ces lipoprotéines modifiées activent l'endothélium vasculaire et participent à l'adhésion et au recrutement des monocytes circulants dans la paroi vasculaire. Les monocytes se différencient ensuite en macrophages, lesquels captent les lipoprotéines modifiées pour former des macrophages gorgés de lipides appelés cellules spumeuses. À noter que les cellules musculaires lisses
de la média peuvent migrer de la média, proliférer et se transformer également en cellules spumeuses. L'évolution de la plaque d'athérome entraîne la formation d'introbus qui peut obstruer la lumière de l'artère et être à l'origine de l'accident vasculaire. La question se pose de savoir à quels endroits dans le système vasculaire l'athérosclérose peut se développer. Il est désormais admis que les régions sujettes à leur développement sont situées à proximité des embranchements, sur la paroi extérieure des bifurcations et la paroi intérieure des courbures. Pourquoi ? Car c'est à ces endroits que les forces hémodynamiques y sont favorables, à savoir un flux sanguin non laminaire et des forces de cisaillement faibles. Ces conditions réunies favorisent donc l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Alors, quel est le mécanisme par lequel les lipoprotéines contenant de l'ApoB pénètrent dans la paroi vasculaire ? Le passage de la paroi vasculaire par des lipoprotéines contenant de l'ApoB est augmenté lors des hyperlipidémies, notamment par des concentrations élevées de LDL-cholestérol et de lipoprotéines riches en triglycérides, mais aussi par des facteurs classiques de risque pour les maladies cardiovasculaires, comme le diabète, l'obésité, le tabac et l'hypertension artérielle. La majorité des LDL, environ 85%, traversent la paroi vasculaire par transcytose, alors que le passage au niveau des jonctions des cellules endothéliales est particulièrement faible. Cela s'explique par le fait que l'espace intercellulaire, lequel est d'environ de 3 à 6 nanomètres, ne permet en effet pas le passage des lipoprotéines. En revanche, la transcytose permet le passage de molécules plus volumineuses jusqu'à 70 nanomètres, permettant ainsi le passage, comme on peut le voir ici, des rémanents de chylomicrons, des VLDL, des IDL et des LDL. Le mécanisme de transcytose des LDL est composé de 3 étapes. Une étape d'endocytose, de transport vésiculaire au sein de la cellule endothéliale et d'exocytose. La première étape requiert la présence du récepteur SRB1 en interaction avec la cavéoline 1, de celui au LDL et de ALK1, et l'activation de la protéine kinase C et de la tyrosine kinase SRC. La protéine SNAR, quant à elle, est importante dans le transport vésiculaire. Lorsque les LDL pénètrent dans l'intima de la paroi vasculaire, celles-ci sont piégées par la matrice extracellulaire, notamment suite à l'interaction de la lipoprotéine B, et plus précisément d'un motif constitué d'une arginine et d'une lysine chargées positivement avec certaines glycosaminoglycanes, des protéoglycanes tels que le perlécane, le biglycane et le versicane. À noter que la lipoprotéine lipase ainsi que la protéglycane NG2, produite par les cellules musculaires lisses de la média, contribuent à la rétention des LDL dans l'intima. L'hypothèse de réponse à la rétention est considérée comme l'étape initiale du développement de l'athérosclérose. D'ailleurs, des anticorps monoclonaux ciblant le motif de reconnaissance de l'ApoB au glycosaminoglycane ou des mutations de celui-ci permet d'abolir le développement de l'athérosclérose. Alors pourquoi cette étape est-elle importante ? Cela s'explique par le fait que la rétention des LDL dans l'intima artériel favorise leur modification, notamment leur oxydation. Et ces modifications sont à l'origine de l'accumulation de lipides dans la paroi vasculaire. En effet, les LDL natives, non modifiées, sont reconnues par le récepteur au LDL, notamment celui présent à la surface des macrophages de l'intima. Ainsi, lorsque les concentrations de cholestérol augmentent au sein de la cellule, un mécanisme de rétrocontrôle négatif, contrôlé par SREBP2, s'opère et conduit à l'inhibition de l'expression du récepteur au LDL, limitant ainsi l'accumulation de cholestérol dans la cellule, et donc dans l'espace sous-endothélial de la paroi vasculaire, et donc ne conduit pas au développement de l'athérosclérose. En revanche, les LDL oxydés ne sont plus reconnus par le récepteur au LDL, car l'oxydation va générer des motifs appelés DAMP, pour Damage Associated Molecular Patterns, qui reconnaissent des récepteurs spécifiques, appelés PRR, pour Pattern Recognition Receptor, qui ne sont pas régulés par un mécanisme de rétrocontrôle négatif. Ainsi, la reconnaissance des LDL oxydés par ces PRR conduit donc à une accumulation incontrôlée de cholestérol dans les macrophages, qui est à l'origine de la formation des cellules spumeuses dans l'intima et constitue l'initiation du processus athérogène. Alors, les mécanismes qui conduisent à l'oxydation des LDL sont multiples et représentés sur cette diapositive. Donc, soit issus de la production des radicaux libres, tels que l'oxyde nitrique,
par les cellules endothéliales, où l'ion superoxyde et le radical hydroxyde par les NADPH oxydases des cellules endothéliales et des macrophages, qui génèrent des dérivés réactifs de l'oxygène appelés ROS, tels que le peroxynitrique ou le peroxyde d'hydrogène et l'acide hypochloreux, soit issus de l'expression par le macrophage d'enzymes telles que la myéloperoxydase ou la 12,15 lipoxygénase qui conduit à la formation de lipides peroxydés. L'oxydation des LDL s'opère principalement au niveau des chaînes carbonées des acides gras polyinsaturés, portés par le cholestérol et les phospholipides, tels que la phosphatidylcholine et la phosphatidyléthanolamine. Ces acides gras oxydés peuvent être hydrolysés, libérant ainsi des molécules actives qui peuvent modifier entre autres l'ApoB des LDL. Il est à noter qu'il existe des anticorps naturels dans l'organisme qui reconnaissent spécifiquement des épitopes des LDL oxydés. Les LDL modifiés peuvent ainsi fixer plusieurs récepteurs PRR présents sur les cellules cibles et conduire à une activation de nombreuses cascades de signalisation au sein de ces cellules, qui peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la paroi vasculaire, lesquels sont résumés sur cette diapositive. Parmi ces PRR, on note le récepteur LOX1 qui est exprimé par les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et les macrophages, ou CD36 qui est exprimé par les plaquettes et les macrophages, ce dernier interagissant principalement avec les phosphatidylcholines oxydées des LDL. Mais les LDL oxydés peuvent aussi interagir avec des récepteurs de la famille des toll-like récepteurs, appelés TLR, soit directement, soit indirectement en coopération avec d'autres récepteurs, tels que CD36, principalement au niveau des macrophages, mais aussi des plaquettes et des cellules musculaires lisses. À noter que ce sont principalement les molécules de phosphatidyléthanolamine et de cholestérol oxydé qui interagissent avec les TLR. Toutefois, même si les effets délétères des LDL oxydés sont largement décrits, notamment dans l'athérosclérose, les LDL oxydés possèdent également des propriétés protectrices qui sont dépendantes du contexte pathophysiologique. Hormis l'oxydation, les LDL, toutefois, peuvent subir d'autres modifications qui contribuent à leur athérogénicité. Ainsi, l'agrégation des LDL sous l'action de la sphingomyélinase sécrétée, de la LPL ou de la phospholipase A2,5 contribue à l'accumulation de lipides dans les macrophages et les cellules musculaires lisses et à la formation de cellules spumeuses. D'autre part, la glycation de l'ApoB ou des phospholipides, laquelle peut être observée notamment dans les cas de diabète, augmente la formation de cellules spumeuses et l'oxydation des LDL. La protéolyse de l'ApoB par les catépsines S, K ou F contribue à la rétention et l'agrégation des LDL, tandis que la désialylation, par notamment les neuromidases et les sialidases, augmente leur oxydation et l'accumulation des lipides dans le macrophage. Enfin, la carbamylation de l'ApoB par l'acide isocyanique, généré par la myéloperoxydase, entraîne une dysfonction endothéliale, la prolifération des cellules musculaires lisses, la formation des cellules spumeuses et l'oxydation des HDL. D'autres lipoprotéines contenant l'ApoB jouent toutefois aussi un rôle délétère sur la paroi vasculaire qui favorise également le développement de l'athérosclérose. Il s'agit des lipoprotéines riches en triglycérides, c'est-à-dire les VLDL et leurs remnants qui contiennent de l'ApoB 100, et les remnants de chylomicron qui portent l'ApoB 48. Les acides gras, mais aussi les phospholipides oxydés contenus dans ces particules, sont capables d'activer de nombreuses voies de signalisation, notamment dans les cellules endothéliales, avec pour conséquence des effets délétères sur la vasodilatation, une augmentation de la perméabilité vasculaire, de l'inflammation, de l'adhésion des monocytes circulants et de l'apoptose. Les lipoprotéines riches en triglycérides peuvent également induire la prolifération des cellules musculaires lisses, moduler l'inflammation et induire l'accumulation de lipides dans les macrophages en interagissant avec de nombreux récepteurs. Mais les lipoprotéines riches en triglycérides sont aussi capables d'augmenter l'inflammation des monocytes et de favoriser leur adhésion sur l'endothélium vasculaire. Et les lipoprotéines riches en triglycérides possèdent de nombreuses propriétés prothrombotiques, notamment à travers leur action sur les plaquettes.
Enfin, la lipoprotéine a, à travers sa molécule d'apoptita, possède elle aussi de nombreuses propriétés pro-athérogènes. En interagissant avec les intégrines des cellules endothéliales, ceci ayant pour effet d'augmenter l'angiogénèse, l'adhésion des monocytes circulants, la perméabilité de l'endothélium vasculaire et d'altérer la vasodilatation. La LP a peut également induire la migration et la prolifération des cellules musculaires lisses, l'inflammation et l'accumulation de lipides dans les macrophages à travers la molécule d'apolipoprotéine A, mais aussi des phospholipides oxydés contenus dans ces particules. En effet, la lipoprotéine a est en effet considérée comme un transporteur majeur des phospholipides oxydés dans l'organisme. Enfin, la polypoprotéine a augmente l'inflammation des monocytes et possède de nombreuses propriétés prothrombotiques importantes, notamment en se fixant de façon compétitive sur le plasminogène, mais aussi à travers son action sur les cellules endothéliales, les macrophages, les monocytes et les plaquettes. Enfin, pour conclure cette partie, les lipoprotéines contenant de l'ApoB exercent, comme nous avons pu le voir, de nombreux effets pro-athérogènes sur les cellules de la paroi vasculaire, dont l'un des plus notables est la formation de cellules spumeuses, qui constitue un événement précoce du développement de l'athérosclérose. Ainsi, l'accumulation de lipides dans les macrophages, causée par les différentes lipoprotéines contenant de l'ApoB, donc natives ou modifiées, en interagissant avec de nombreux récepteurs ou par des mécanismes de phagocytose ou de macropinocytose, contribuent à la formation de cellules spumeuses dans l'intima artériel. Ces cellules spumeuses adoptent un phénotype particulièrement pro-athérogène en favorisant la rétention et l'oxydation des LDL, ainsi que l'inflammation au sein de la plaque d'athérome, mais en contribuant aussi à la vulnérabilité et à la rupture de celle-ci, et en ayant de nombreuses propriétés prothrombotiques. Donc, à l'inverse des concentrations circulantes de LDL cholestérol, celles de HDL cholestérol sont inversement associées aux maladies cardiovasculaires. Et en fait, cette association inverse reflète les nombreuses activités biologiques particulièrement protectrices des HDL. Et donc, dans cette partie du cours, nous allons essayer d'étudier comment ces lipoprotéines exercent leur activité biologique sur les différents types cellulaires que compose la paroi vasculaire, notamment les cellules endothéliales, les macrophages, mais aussi les cellules musculaires lisses. Mais surtout, nous allons étudier par quel mécanisme, par quelle voie de signalisation ces HDL exercent leur activité, notamment quels sont les récepteurs et transporteurs impliqués et quelles sont donc les cascades de signalisation qui sont mises en jeu. Contrairement aux lipoprotéines contenant de l'ApoB, les HDL sont caractérisés par de nombreuses activités biologiques protectrices sur la paroi vasculaire. Ces propriétés protectrices s'exercent sur les monocytes circulants en réduisant notamment leur adhésion sur l'endothélium vasculaire et leur recrutement dans l'espace sous-endothélial. Sur les cellules endothéliales en inhibant leur inflammation et en induisant leur réparation, leur survie ainsi que leurs propriétés vasodilatatrices. Mais aussi sur les macrophages en réduisant leur inflammation et la formation en cellules spumeuses. Et enfin, sur les cellules musculaires lisses, en augmentant leur prolifération et en réduisant leur inflammation et leur migration. Nous allons donc décrire désormais les mécanismes qui sous-tendent ces différentes propriétés. Débutons tout d'abord par le rôle des HDL sur les monocytes. Les HDL ont dans un premier temps un rôle très important dans la limitation de la prolifération des cellules souches hématopoïétiques induites par le cholestérol, qui conduit à une monocytose chez les patients hypercholestérolémiques. Ce mécanisme s'opérant à travers l'inhibition de la voie de l'interleukine 3 et du GM-CSF. Mais les HDL répriment principalement le recrutement des monocytes dans la paroi vasculaire à travers l'inhibition de l'expression des récepteurs aux chimiokines et des chimiokines, à travers leur transmigration, leur chimiotactisme, ainsi que leur interaction avec l'endothélium vasculaire, ce dernier effet résultant de l'interaction avec le transporteur ABCA1 et de la réduction des radolipidiques à la membrane plasmique. Explorons ensuite l'action des HDL sur les cellules endothéliales. Les HDL exercent un spectre d'action large sur les cellules endothéliales, allant de l'inhibition de l'inflammation, de l'apoptose induite par les LDL oxydés, l'inflammation ou la privation de facteurs de croissance, et de l'adhésion de monocytes circulants, mais aussi à la protection
de leur potentiel vasodilatateur, à la réparation de l'endothélium vasculaire à travers leur action sur la migration et la prolifération des cellules endothéliales, ainsi qu'à l'angiogénèse. L'action des HDL sur l'endothélium vasculaire s'effectue à travers l'interaction avec 3 récepteurs et transporteurs membranaires. Le récepteur SRB1 seul, qui peut fixer l'ApoA1 et les phospholipides des HDL, ou en coopération avec les récepteurs à la sphingosine et un phosphate, S1P, qui reconnaissent les lysosphingo-lipides, tels que le S1P, la sphingosylphosphorylcholine et le lysosulfatide. Dans ce cas, le récepteur SRB1 sert alors de plateforme de fixation pour les HDL. Et enfin, les HDL peuvent interagir avec le transporteur ABCG1 qui reconnaît les phospholipides des HDL. Alors, les effets des HDL qui requièrent la coopération du récepteur SRB1 avec les récepteurs S1P est résumé sur cette diapositive. Alors, il est à noter que la présence d'ApoM sur les particules HDL ainsi que de la lipase endothéliale à la surface de l'endothélium vasculaire va favoriser l'interaction de S1P avec ces récepteurs. Et donc, la reconnaissance des HDL par les récepteurs au S1P, lesquels sont couplés à la protéine G, conduit à l'activation de la protéine kinase B, appelée AKT, et des cascades de signalisation qui répriment l'inflammation, l'apoptose, l'adhésion des monocytes circulants. Mais aussi, elle peut activer d'autres voies de signalisation qui stimulent la migration, la vasodilatation à travers la production d'oxyde nitrique et la prolifération et l'angiogénèse. Hormis la voie décrite précédemment, le rôle vasodilatateur des HDL s'exerce à travers plusieurs mécanismes dans les cellules endothéliales, qui conduisent tous à une activation de la hénosynthase endothéliale et à la production d'oxyde nitrique, soit directement par le récepteur SRB1 et à l'activation de l'AMPK grâce au domaine PDZK1 présent sur le récepteur, soit en interaction avec le récepteur S1P, soit en assurant la sortie de cholestérol ou de 7-kétocholestérol par le transporteur ABCG1. Plusieurs mécanismes sont à l'origine du rôle anti-inflammatoire des HDL, lequel conduit à une réduction de l'expression des molécules d'adhésion, telles que VCAM1, ICAM1 et la E-sélectine, et donc à l'adhésion des monocytes circulants sur l'endothélium vasculaire. Un premier mécanisme, par le récepteur SRB1 et l'activation de la voie AMPK, toujours grâce au domaine PDZK1, ou par l'expression de l'hème-oxygénase 1. Soit en interaction avec le récepteur au S1P et à la répression de NF-κB, soit en assurant la sortie de cholestérol par le transporteur ABCG1, laquelle inhibe la voie de l'interleukine 6 et de stade 3. Soit en délivrant directement le MIR223 dans la cellule endothéliale. De même que pour les lipoprotéines contenant de l'ApoB, les HDL peuvent pénétrer dans la paroi vasculaire par transcytose. Toutefois, quoique les différentes étapes soient identiques, à savoir l'endocytose de la particule HDL, son transport vésiculaire et son exocytose, les récepteurs impliqués sont différents. Ainsi, la transcytose des petites HDL fait intervenir soit l'action synergique de l'ATP synthase avec le récepteur purinergique P2Y12, soit avec le transporteur ABC1 et les cavéolines. En revanche, la transcytose des HDL plus large nécessite l'implication du transporteur ABCG1 et du récepteur SRB1. Étudions désormais les différentes actions des HDL sur les macrophages présents dans l'espace sous-endothélial. Donc les HDL exercent là encore de nombreuses actions qui sont anti-athérogènes sur les macrophages, en réduisant leur inflammation, leur apoptose, leur transformation en cellules spumeuses et en favorisant leur égression de la plaque d'athérome. Le rôle anti-inflammatoire des HDL sur les macrophages s'exerce à travers plusieurs mécanismes. En stimulant la sortie de cholestérol par le transporteur ABCG1 et en réduisant la formation de radiolipidiques, cela ayant pour effet de réprimer l'activation des TLR, tels que TLR4 et TLR3, et donc la réponse de l'interféron de type 1 et la voie NF-κB. Le rôle inhibiteur des HDL sur la voie TLR4, à travers la diminution de la formation des radiolipidiques, résulte également de la sortie du cholestérol par le transporteur ABCA1 et le récepteur SRB1.
L'interaction des HDL avec le récepteur OS1P conduit aussi à une répression de la voie NF-κB. Enfin, les HDL peuvent inhiber l'inflammation dans les macrophages en stimulant le facteur de transcription ATF3. Les HDL ont un rôle majeur dans le contrôle de l'homéostasie lipidique du macrophage. Ainsi, en favorisant la sortie du cholestérol par le transporteur ABCA1 et le récepteur SRB1, les HDL réduisent l'accumulation de lipides et la formation de cellules spumeuses. Ce mécanisme nécessite l'hydrolyse du cholestérol estérifié stocké sous forme de gouttelettes et peut impliquer le processus d'autophagie. À travers le mécanisme de sortie des oxystérols par le transporteur ABCG1 et la répression de la voie TLR4, les HDL peuvent réprimer la génération de dérivés réactifs de l'oxygène par la NADPH synthase et réduire l'apoptose des macrophages. Enfin, les HDL ont été proposés comme pouvant favoriser l'égression des macrophages de la plaque d'athérome. Alors le mécanisme proposé implique la sortie du cholestérol cellulaire et la réduction de l'inflammation qui ont pour effet de stimuler la voie STAT6 et la polarisation des macrophages en un phénotype anti-inflammatoire de type M2. Ces macrophages expriment alors le récepteur aux chimiokines CCR7 qui est responsable de leur régression de la plaque, soit par la voie de la circulation générale, soit par la voie du système lymphatique. Enfin, les HDL exercent aussi un rôle anti-athérogène sur les cellules musculaires lisses, en inhibant leur inflammation et leur migration, ou en restaurant leurs propriétés vasorelaxantes et en stimulant leur prolifération. Ces effets résultent principalement de l'interaction des HDL avec les récepteurs SRB1 et OS1P. Ainsi, la désensibilisation du récepteur aux peptides natriurétiques de type C et la production de prostacycline permet d'augmenter la vasorelaxation des cellules musculaires lisses, tandis que l'activation de la voie MAP kinase ERK stimule leur prolifération. Enfin, l'inhibition de la voie RAC1 inhibe la migration des cellules musculaires lisses ainsi que l'inflammation induite par la thrombine. Les HDL possèdent également d'autres propriétés cardioprotectrices que nous allons aborder maintenant. Ainsi, les HDL exercent de puissantes activités antithrombotiques, en inhibant la coagulation à travers l'activation des protéines C et S et l'inhibition de l'expression du facteur tissulaire, en réduisant l'activation des plaquettes via le récepteur SRB1 ou en réduisant la production de thromboxane A2, du facteur d'activation plaquettaire ou de prostacycline. Et enfin, en stimulant la fibrinolyse à travers la répression de l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène. Les HDL possèdent également un pouvoir antioxydant important qui contribue à réduire la formation de LDL oxydé dans l'intime artériel. Alors, de nombreuses protéines associées aux HDL sont proposées comme portant ces capacités antioxydantes, à savoir l'hydrolyse des phospholipides, notamment par la paraoxanase 1, et la réduction des hydroperoxydes lipidiques, notamment par la protéine sérique amyloïde A. Toutefois, dans les maladies cardiovasculaires associées à l'athérosclérose, il apparaît que les HDL soient fréquemment dysfonctionnels et qu'elles perdent les propriétés anti-athérogènes précédemment décrites. Ainsi, les HDL isolés des patients souffrant de maladies cardiovasculaires voient leur contenu en S1P, en phosphatidylsérine et en PON1 réduit, tandis que celui en protéine sérique amyloïde A, en apolipoprotéine C3 et en symétrique diméthylarginine est augmenté. Ces modifications de composition conduisent à une altération de leur effet protecteur sur les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et les macrophages et altèrent leurs propriétés antithrombotiques et antioxydantes. D'autre part, des études récentes suggèrent que les HDL présentes dans la paroi vasculaire, et plus précisément dans les plaques d'athérome, sont sous forme d'ApoA1 libre et non pas sous forme de HDL, et qu'elles sont très largement modifiées à l'instar des LDL. Ainsi, l'apolipoprotéine A1 présente dans les plaques d'athérome est fortement réticulée, elle peut être aussi oxydée ou carbamylée par la myéloperoxydase ou alors glyquée dans les cas de diabète. D'ailleurs, des auto-anticorps reconnaissant des épitopes oxydés de l'ApoA1 par la MPO sont d'ailleurs présents chez des patients développant des plaques d'athérosclérose. Donc ces modifications structurales conduisent à une altération de leur effet protecteur sur les cellules endothéliales et les macrophages et altèrent leurs propriétés antithrombotiques et antioxydantes.
Ces observations suggèrent donc que l'infusion de HDL fonctionnel chez des patients présentant de l'athérosclérose pourrait s'avérer bénéfique. Et en effet, des études cliniques réalisées chez l'homme indiquent que l'infusion de HDL reconstitué permet de réduire l'accumulation de lipides dans les plaques d'athérosclérose, de réduire également l'inflammation et l'adhésion des monocytes circulants sur l'endothélium vasculaire et de diminuer le volume d'athérosclérose. D'autre part, des expériences réalisées chez la souris permettent de mettre en évidence que l'infusion de HDL reconstitué polarise les macrophages de la plaque vers un phénotype anti-inflammatoire et stimule leur potentielle dégression. Donc le cours s'achève et j'espère vous avoir convaincu que les lipoprotéines ne sont pas uniquement des transporteurs de lipides, mais exercent aussi de nombreuses activités biologiques, notamment sur la paroi vasculaire, qui expliquent entre autres leur rôle dans le développement de l'athérosclérose. Et donc les thérapies qui sont développées pour lutter contre le développement de l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires consistent à réduire les concentrations circulantes de LDL cholestérol ou aussi également à augmenter celles de HDL cholestérol. Et au-delà des taux, donc les thérapies visent aussi à augmenter, à optimiser la fonctionnalité des particules HDL.